Structures équestres et handicap. Comme ce matin, une introduction, une conclusion, et entre ces deux éléments, une première partie replaçant le handicap au niveau des établissements recevant du public, ensuite le handicap à proprement parler, et une application aux structures équestres. Plutôt que de vous assommer avec différents diagrammes, avec différents dessins, avec différentes normes, j'ai préféré vous présenter, vous proposer une visite guidée d'un centre équestre que nous avons réalisé, pas très loin d'ici. Et donc, nous allons prendre en compte la démarche du handicap et du handicapé à partir du moment où il accède sur cet établissement. Les établissements recevant du public, c'est d'abord une catégorisation. Il est important de savoir qu'un établissement qui peut paraître privé est en fait public. On le verra tout à l'heure. Constituent les ERP tous les bâtiments locaux enceintes dans lesquels des personnes sont admises librement ou moyennant une rétribution ou une participation quelconque. Prenez une pension de chevaux, par exemple, et posez-vous la question. Ainsi, les constructeurs propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public, on appelle ça plus communément les ERP, sont tenus tout au moment de la construction ainsi que de l'exploitation à respecter des mesures de prévention et de sauvegarde pour assurer la sécurité des personnes. Les chevaux n'en font pas partie, on ne parle que des humains. Les classements des établissements, les ERP sont classés en catégories correspondant à leur taille, leur destination, leur usage et leur risque. Il en existe 30 types. Les structures équestres, les centres équestres sont classés souvent en deux types. Un type X, établissement sportif couvert à titre principal quand il y a un manège, et L, salle de réunion d'usage multiple quand il y a un clubhouse, une salle d'hippologie à titre secondaire. Et quand il y a une structure qui permet de faire des concours en extérieur, établissement de plein air, indiqué PA. Il existe 5 catégories à part ces types qui vont du grand établissement de première catégorie au petit établissement de 5e catégorie. Les centres équestres, habituellement, réussissent à rester en établissement de 5e catégorie, dont les obligations sont moins importantes que pour les grands établissements. Alors, les principes qui guident la réglementation applicable s'attachent à ce que ces établissements soient conçus de manière à permettre de limiter les risques d'incendie, d'alerter les occupants lorsqu'il y a un sinistre, de favoriser l'évacuation des personnes, tout en évitant la panique, c'est très important, et d'alerter les services de secours et faciliter leur intervention. Donc je le répète, ces règles s'appliquent aux humains, pas aux chevaux. Les pompiers, ils n'en auront rien à faire de savoir si dans les écuries, il y a des chevaux. Alors je vais vous demander de répondre à quelques questions, parce que là on est en fin d'après-midi, et pour garder un peu votre attention. Lorsque vous construisez un établissement de type centre équestre, il faut déposer un permis de construire. Donc je vais vous demander de répondre, si vous le voulez bien, par oui ou par non, à cette question. Faut-il déposer un permis de construire dans les cas suivants? Une construction neuve. Bravo, très bien. Une extension de construction existante. Pas mal. Une réhabilitation de construction, c'est plus compliqué. Une réhabilitation de construction existante sans modification, sans changement de destination. Et non, absolument pas. En revanche, une réhabilitation de construction existante sans modification, mais avec changement de destination. Du genre un élevage qui devient pension de chevaux, qui devient poney club ou centre équestre. Faites très attention à ça parce que certains l'oublient souvent. Je me rappelle d'enfants qui sont morts dans un centre équestre, dans un dortoir qui avait été bricolé en Savoie ou en Isère il y a quelques années. Un permis de construire comporte, quand il s'agit d'ERP, une notice de sécurité incendie et une notice d'accessibilité aux personnes handicapées. Alors le handicap, ce n'est pas uniquement le handicap moteur. Ça, c'est une photo qui est prise de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.
Le handicap a été défini par la loi de 2005, du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ça a introduit pour la première fois dans le Code de l'action sociale et des familles une définition du handicap inspirée de la classification internationale du handicap. Il y a 4 familles de handicap, on en parlera de manière plus détaillée tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire que 4 familles de handicap, alors ça peut être un handicap définitif, mais ça peut être un handicap temporaire. Et c'est la raison de cette photo que je trouve particulièrement intéressante. Mais ça peut être aussi de manière temporaire, quelqu'un qui porte des valises, quelqu'un qui pousse une poussette, ou quelqu'un qui a un enfant dans les bras. La définition internationale du handicap, elle a été faite par Philip Wood, épidémiologiste anglais, qui dit que le handicap, c'est la déficience, l'incapacité et le handicap lui-même. La déficience, c'est une lésion, une atteinte ou une altération physique, anatomique ou mentale, provisoire ou définitive. L'incapacité, c'est la conséquence de la déficience. C'est le résultat du déficit des fonctions du corps. Et enfin, le handicap, qui est le résultat de la déficience, c'est le désavantage social rencontré par la personne atteinte de déficience. Les types de handicap, moteur, visuel, auditif, intellectuel, et aussi, n'oubliez pas, les personnes de toute taille, les grands, les petits. Handicap moteur, donc difficulté à se déplacer en position assise ou debout. Handicap visuel, les malvoyants ou les aveugles. Le handicap auditif, les personnes sourdes ou malentendantes ou ayant des troubles de l'audition. Le handicap intellectuel, il est à la fois psychique et mental. Psychique, déficience liée au comportement, les névroses, dépression. Et mental, c'est du niveau du cognitif, c'est-à-dire la déficience de l'intelligence très variable selon les individus. Les statistiques, c'est assez important de voir ce qu'il en est. En France, la population handicapée reconnue administrativement est estimée à 5 260 000, ce qui est quand même relativement énorme. Certes, il y a les personnes âgées, mais ça n'explique pas ces 5 260 000 personnes. Réparties d'abord comme malvoyantes ou aveugles pour 1 500 000, handicap moteur 1 400 000, 1 million pour les handicapés mentaux, 850 000 pour les handicapés moteurs, 450 000 malentendantes ou sourdes et 60 000 pour les personnes aveugles. Alors, maintenant, il devait y avoir un tsunami au 1er janvier 2015 avec l'obligation pour tous les établissements recevant du public d'être aux normes en matière de handicap. Donc ce tsunami avait été reculé et il vient de ressortir sous forme, on va dire, d'orage tropical avec l'ordonnance qui vient d'être prise au 26 septembre 2014. Cette ordonnance lance le délai durant lequel les établissements recevant du public qui ne sont pas aux normes devront déposer en mairie un agenda d'accessibilité programmée. Ça s'appelle un ADAP. Alors là, vous allez en entendre parler pendant un petit moment. Cet ADAP, les gens qui ont un ERP, qui n'est pas aux normes et qui doivent le mettre aux normes, ont jusqu'au 1er octobre 2015 pour déposer cet agenda. Au-delà, il y a des sanctions qui sont prévues. Au départ, elles ne sont pas très lourdes, mais elles le deviennent assez rapidement si vous ne vous mettez pas aux normes. La durée d'exécution de cet agenda, c'est-à-dire le temps que vous avez pour réaliser les travaux, n'excédera pas 3 ans, sauf par dérogation quand les bâtiments sont particuliers ou monuments historiques ou ce genre de choses. Il peut y avoir 2 périodes de 3 ans, voire 3 périodes de 3 ans. Et là aussi, au-delà, des sanctions sont prévues. Alors, deuxième série de questions, vous avez très bien répondu aux premières tout à l'heure. Les structures équestres, sont-elles ERP, ne sont-elles pas ERP? Donc je vais vous redemander là aussi si vous voulez bien répondre aux questions. Un élevage équin familial est-il considéré comme un établissement recevant du public? Bien. Un élevage équin familial qui a en plus une boutique de produits dérivés, des cosmétiques faits avec le lait d'ânesse, par exemple? Ah, c'est oui, c'est non, c'est mais.
C'est-à-dire que la partie du bâtiment qui accueille du public devra être aux normes, le reste, non, bien évidemment. Un pôle élevage équin avec prestation pour personnes extérieures, donc des juments de propriétaires qui viennent à la saillie. Alors c'est oui, c'est non, c'est mais. La partie qui correspond à l'accueil des personnes, ça va être donc la zone d'accueil, ça va être le bureau, éventuellement les sanitaires, oui. Pour le reste, les gens n'y vont pas, on n'est pas dans un ERP. Un pôle pension de chevaux, bien sûr. Un centre équestre, bien évidemment. Donc là, les règles d'accessibilité des personnes handicapées s'appliquent. Alors, la qualité d'usage. La qualité d'usage, et là, on va parler de bien-être. La qualité d'usage, c'est ce que vous proposez et la manière dont les personnes ressentent l'établissement dans lequel ils sont. Alors, ça va d'impossible, la qualité d'usage est parfois impossible, et elle va jusqu'à agréable et sûr. Impossible, c'est l'exclusion. Agréable et sûr, c'est le bien-être. Les principes de fonctionnement qui vont donc tendre vers cette qualité. Il y en a 3 principales. Pour nous, en tout cas. Il peut y en avoir plus pour d'autres, mais pour nous, c'est cela. Tout d'abord, la structure équestre, on l'imagine, 0 véhicule. Vous connaissez sûrement tous des centres équestres dans lesquels il y a des voitures partout, il y a des vents partout, il y a des camions, il y a des chevaux, il y a du public, etc. Donc, nous considérons qu'on doit travailler de manière sécure et dans le bien-être en étant 0 véhicule, ce qui veut dire que les véhicules sont rejetés à l'extérieur de l'enceinte, dans des parkings adaptés en typologie et en nombre de places. C'est-à-dire, on a des parkings vents et camions qui sont en dehors, parking VL, donc pour les voitures, en dehors également, et tout ce qui est dans le rectangle rouge, c'est-à-dire le manège, les écuries, la carrière, sont sans véhicule. Deuxième chose importante, la gestion des flux. Alors les flux doivent être gérés et les mélanges évités. Les flux concernent les véhicules à moteur, alors là il y en a un certain nombre, les véhicules légers, les véhicules lourds de chevaux, donc ceux qui viennent pour un concours par exemple, les camions et les vents, les véhicules lourds de livraison, de fourrage et d'enlèvement de fumier, les véhicules et les matériels d'entretien. Ça, c'est une première catégorie de flux. Deuxième, les humains. Il y a le public accompagnant, qui n'est pas le même que les équitants, qui sont à pied au départ, et qui ne sont pas les mêmes que le personnel administratif et d'écurie. Et puis après, il y a les mixtes, c'est-à-dire les couples équitants-chevaux. Donc la gestion des flux, on essaye de faire en sorte que les accompagnants n'aient pas les mêmes circuits que les équitants, que les chevaux n'aient pas les mêmes circuits que les poids lourds, que les véhicules légers, pour que tout ça soit géré de bonne manière. Et la dernière chose, c'est la marche en avant. Comme dans une cuisine collective, il convient de bannir les retours en arrière. C'est-à-dire, vous allez au bureau du moniteur, ensuite vous allez au vestiaire qui est à l'autre bout, vous revenez à la sellerie, puis vous passez aux écuries. Ça, on essaye d'éviter ça, et on a ce principe de marche en avant, faisant que, par exemple, les accompagnants, on ne les laisse pas aller jusqu'aux zones de travail. Il y a le clubhouse, il y a des tribunes, il y a un certain nombre de choses pour les accueillir, mais ils ne se mélangent pas avec le reste. Alors, maintenant que vous êtes arrivé sur ce centre équestre de Cran, on commence par les espaces extérieurs et la manière d'accéder à l'intérieur du bâtiment. Le stationnement, première chose. Un stationnement, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir se stationner sur des parkings spécialisés. On leur doit 2% de place sur l'ensemble des places. Il y a une largeur spécifique, des logotypes au sol et sur des panneaux. Et il faut aussi faire attention aux pentes qui doivent être adaptées, ne pas dépasser certaines normes. Mais ça prendrait beaucoup de temps que de parler de cela. Depuis ces parkings, pour aller jusqu'à la structure, il y a obligation aujourd'hui d'avoir une ligne de guidage visuel, une couleur contrastée, un matériau contrasté. Le sol en lui-même, il est non réfléchissant, non meuble et sans obstacle à la roue. Là, on parle de handicap moteur, mais en ce qui concerne la ligne de guidage, on est plus sur de la malvoyance. L'éclairage entre les stationnements et l'intérieur des bâtiments, il doit y avoir un éclairage extérieur spécialisé. Bon, les normes ne sont pas très importantes en matière de luxe.
C'est 20 et 50 luxe selon qu'on soit en stationnement ou en cheminement. Une signalétique extérieure, là, on va prendre en compte la globalité du handicap, parce que ce sont des... donc je vais aller très très vite. Donc une signalétique extérieure adaptée et qui soit visuellement compréhensible. Là, le centre équestre est en situation visible. La signalétique extérieure doit être contrastée, une typographie lisible, des indications claires. Les bandes de visu, c'est ce que l'on met sur les vitres et qui sont... il y a deux hauteurs différentes. Là, en l'occurrence, on a mis des chevaux plutôt que de mettre les bandes banalisées. L'espace d'accueil, il doit être vaste, il doit permettre à une personne handicapée moteur de se stationner, ce qui est le cas ici. Et on y met aussi une boucle magnétique pour le handicap auditif. La lumière doit être adaptée, 200 luxe. Le clubhouse, là on a un clubhouse qui doit aussi être spacieux, un bar adapté au handicap moteur. Et là, ce que nous avons fait, nous avions un pare-botte qui empêchait une personne en fauteuil roulant de voir ce qui passait dans le manège. Donc on a traité le pare-botte d'une manière spécifique, à savoir translucide dans cette partie-là. Signalétique intérieure, elle doit être aussi lisible sur tous les locaux, manèges, vestiaires, etc. Intérieur comme à l'extérieur, une ligne de guidage. Couleur contrastée, matériaux contrastés. Là, nous sommes dans les vestiaires, mais nous l'avons aussi dans l'écurie. Espace intérieur, bon, bien évidemment, il y a toutes les normes. Il faut qu'un fauteuil roulant puisse tourner, 1,50 m de diamètre et puis une zone de stationnement de 80 par 130. Bon, les sanitaires sont adaptés, bien évidemment, avec des lignes contrastées, avec des barres de maintien, des sanitaires particuliers. C'est la même chose pour les douches. Donc, dans ce centre équestre, les douches sont adaptées aux personnes handicapées. Un flash lumineux pour permettre aux sourds et malentendants de savoir qu'il se passe quelque chose et qu'il faut sortir. Les couloirs et les portes de dimension suffisante pour qu'un fauteuil puisse passer. Un vestiaire large avec une barre de maintien et les prises électriques qui soient contrastées. Une sellerie, des vestiaires et selleries qui soient larges, qui permettent à une personne handicapée moteur de venir chercher sa selle et de s'y mouvoir correctement. Et donc une sellerie adaptée. Les espaces de pratique de l'équitation, les écuries, des couloirs larges, un accès aux box aisé, une luminosité naturelle et des aires de douche et de maréchalerie vastes. Il en est de même pour le manège, une sécurité avec des pare-bottes adaptés, un sol de qualité, une luminosité naturelle, des aires de préparation vastes, un matériel, aires de préparation vaste et un matériel adapté au handicap. En l'occurrence, c'est un équilève pour permettre aux personnes handicapées, paraplégiques et tétraplégiques de monter à cheval. Les carrières, sécurité avec des lisses adaptées, sol de qualité, forme et configuration adaptées au handicap. Alors, parler de bien-être dans une structure équestre passe par l'application des règles entre les acteurs permettant à tous, dans la diversité de leur statut, de trouver leur place, leur intérêt et leur justification. Cela passe évidemment par le respect mutuel des différents intervenants, qu'ils soient humains ou équins. Certains oublient qu'il arrive que l'animal ait des réactions, parfois violentes. Dans ce cas, il est impératif que les infrastructures soient au top. Il arrive que cela ne soit pas le cas. Je n'arrive pas à faire venir. Il faut que je revienne en arrière. Je voudrais faire ma vidéo. Tu cliques sur le lien, c'est ça? Non, mais il y en a pour 2 secondes. Oui, vas-y, c'est bon. C'est la même que tout à l'heure. Il faut l'agrandir, agrandis-la moi. Je suis désolé, c'est la même. Merci de votre attention.